Du coup, après moult galères techniques et emmerdes, on va quand même regarder du coup cette petite vidéo qui parle de Squeezie et du monde du travail. Du coup, désolé YouTube si il n'y a pas le chat aujourd'hui qui est disponible. On a rencontré quelques soucis de type il a fallu redémarrer le stream quelque chose comme 15 fois avant que ça puisse fonctionner. Il est 1 h du matin, donc je ne vais pas résoudre ces problèmes. Et on va juste continuer comme ça. Voilà, moi je lis le chat sur le côté, c'est très bien, désolé, ce sera un react un peu moins... Enfin voilà, mon audience Twitch pourra un peu moins s'exprimer, ça m'emmerde, mais écoutez, moi j'ai besoin de me changer les idées là, hein, après cette affaire autour de Naruto, JP, tout ça. Donc on va parler de Squeezie, voilà, on va parler de ce bon Squeezie à travers du coup le prisme de la chaîne Réflexion Base, qui est une chaîne que je trouve intéressante, même si parfois un peu critiquable, et qui là du coup va nous parler de Squeezie et de son rapport au travail, et je me suis dit que ça allait être intéressant. Ouais, du coup, n'hésitez pas dans le chat à vous exprimer beaucoup en émote, parce que du coup, les gens peuvent voir comment... Si l'émission Qui est l'imposteur de Squeezie est l'un des formats les plus cultes de l'histoire du YouTube français, eh bien c'est aussi une des rares émissions... Et du coup, comme je disais la première fois que j'ai commencé ce stream autour de cette histoire, moi c'est une émission que j'apprécie particulièrement, j'aime beaucoup Squeezie, genre quand je sais pas quoi faire et qu'avec lui on veut mater un truc un peu léger qui dure moins longtemps qu'un film, on regarde ça. Qui met en scène des professionnels, non mais stop les pieds. Des métiers, des savoir-faire et donc en fait qui parlent du travail. Ok, est-ce que tu peux me décrire une journée typique de travail là, à toi? Super ça, super. Avec d'un côté son jury et de l'autre ses candidats, le dispositif de l'émission est d'ailleurs exactement... C'est un peu notre patron incognito à nous sur internet en fait. Le même que celui d'un entretien d'embauche classique. Moi il me plaît, je t'engage. Moi j'ai pas compris. Vas-y, tu peux recommencer. Et finalement, l'émission aborde assez frontalement les questions... J'aimais trop ces caméras cachées à elle. ...d'apparence, de compétences, de sélection et même de discrimination. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous rendez compte de ça, le cliché? Alors, j'ai rematé les 16 épisodes disponibles de Qui est l'imposteur et j'en ai tiré une liste de 4 enseignements qui te permettront de mieux comprendre le monde du travail actuel. Et tu vas voir que derrière ces airs de divertissement drôles et populaires, cette émission peut se révéler beaucoup plus engagée qu'elle n'y paraît. Alors, avant de démarrer, laisse-moi te présenter CyberGhost VPN. Ah non, non, tu vas pas faire ça, non. C'est très bon. Sauf si CyberGhost, t'as envie de me filer un petit billet, par exemple. Avec une réduction de 83% et de 4 mois. Il a un code. Prenez son code si vous voulez avoir un VPN. Le contexte. Sinon, il y a Proton VPN. Tout commence en juin 2022. Après avoir enchaîné les vidéos à succès, le premier youtubeur de France est à la recherche de nouvelles idées pour sa chaîne. J'en ai marre frère de parler à une caméra, je parle trop à une caméra tout seul. Et donc, le 5 juin, il publie le premier épisode d'une nouvelle série inspirée d'un jeu qui a déjà fait ses preuves. Je suis un peu d'accord, je parle trop devant une caméra toute seule, j'ai envie de faire plus de feats en ce moment. Aux États-Unis. Vous connaissez le principe, mais je vais quand même le rappeler pour que ce soit clair pour tout le monde. 3 personnes vont se présenter à nous avec une supposée passion ou métier en commun. Une personne ment. Une seule et pas deux. Une seule et pas deux. Faut deviner qui est le menteur, il faut deviner c'est le pote à qui. Ok. Avec son concept ah oui, t'es qu'à tes arbres, on va continuer à faire des trucs ensemble et puis j'ai plein d'autres idées. Simple et efficace, en 16 épisodes seulement, cette émission s'est aujourd'hui imposée comme un des formats cultes de la plateforme qui fait l'unanimité auprès de tous les publics et devient même un rendez-vous incontournable pour les artistes en promotion. J'ai regardé, ça tue. C'est 100 fois mieux que la télé, ça. Ouais, c'est ça qui m'emmerde, tu vois, c'est que à moins de sortir un long métrage financé par mon cul, je pourrais jamais passer dans son émission à Squeezie. Genre, il faut forcément faire la promotion d'un truc de merde. J'ai trop le seum. Genre, il pourrait pas juste inviter des copains, des copines, des gens de gauche à l'aide. J'ai trop envie de faire ça, moi. Et personnellement, je fais partie des gens qui attendent chaque nouvel épisode avec impatience, notamment car c'est un des rares contenus YouTube que j'aime bien regarder avec d'autres gens. Je vois plein de gens de la sphère pas du tout, qui regardent pas du tout YouTube, qui ont, avec cette vidéo, qui ont basculé. Avec ses 304 millions ah ouais, j'avoue que ouais, c'est vrai, hein, j'attends tout le temps. De vues en cumulé, son succès qui dépasse le public habituel de YouTube et ses séquences cultes, ça en fait un objet intéressant à analyser sur la question du travail. De quelle manière sont représentés les métiers, comment on peut juger... Ah, j'avais pas vu tous les bytes offerts entre temps, merci MTD. Des compétences de quelqu'un, et finalement pourquoi autant de gens se... Et merci Emily aussi, désolé, avec tous les coupures, j'ai pas vu. Se reconnaissent dans cette émission. Je me suis donc relancé les 16 épisodes disponibles à l'heure où je parle, et j'ai pris un maximum
maximum de notes. Et au bout d'un peu plus de 12 heures, j'avais besoin d'aide pour mettre de l'ordre dans tout ça. J'ai donc contacté plusieurs experts de la question afin de m'aider à établir 4 enseignements qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement actuel du monde du travail. Alors, je te préviens tout de suite, je vais être obligé de spoiler certains épisodes, alors si t'as pas envie de te gâcher les révélations du jeu, va d'abord voir les vidéos d'origine. De plus, je vais laisser de côté tout ce qui est faux couple, propriétaire de chiens ou fan de K-pop pour me concentrer sur les mises en scène des métiers et donc du travail. Et donc on va commencer avec le premier... C'est vrai que des fois, il y a des gens qui viennent avec des trucs vraiment gaze. Genre, ouais, je suis fan de K-pop. Des 4 enseignements, à savoir que chez Squeezie comme dans les entreprises, tout semble être une question d'attitude, de comportement et donc de savoir-être. Alors, comme je le disais en intro, l'émission reprend le dispositif d'un entretien d'embauche. On a des candidats qui se sont préparés, pour certains qui ont vraiment beaucoup Le fameux métier fan de K-pop. En tout cas, je pense que ça peut facilement prendre 35 heures par semaine. à fait, avant de se présenter devant un jury qui va devoir écarter le candidat qui correspond le moins au profil. Ouais, non, ça, les gars, ça, c'est un bluff, ça. Ça, c'est pas possible. Ça commence par une phase de présentation, suivie d'un échange autour de questions-réponses qui serviront à... Ils avaient été tellement immondes avec un cuisinier à un moment donné. Genre, il avait filé du mauvais matos et le mec avait pas réussi à faire son plat. Du coup, c'était en mode c'est un imposteur. Et genre, à la fin, c'était un peu humiliant. tester les candidats. Tu as quel âge, Cassandre, si on peut te demander? C'est quoi la moelle osseuse? C'est quoi la machine 330 C'est quoi la meilleure qualité du ou de la barista? Et enfin, ça se termine par une épreuve manuelle, censée permettre au jury de se faire une idée plus précise des réelles compétences de chaque candidat. Désolé. Alors déjà, en inversant les rôles, on peut pour une fois se mettre à la place d'un jury. Et c'est assez jouissif de pouvoir tourner en dérision l'arbitraire et la subjectivité des recruteurs devant lesquels on s'est déjà toutes et tous retrouvés. Si, moi j'ai fait genre un peu de PS, tu vois. Attends. Alan? Après vous dénigrez, vous avez dit en an 2 PS. C'est vrai que j'ai un peu rabaissé ce qu'il a fait avant. Un ping-pong. Bravo à toi en tout cas, bravo pour ce que tu entreprends. C'est fort, moi il me plaît, je t'engage. Moi, j'ai pas compris. Vas-y, tu peux recommencer. Mais en se retrouvant côté recruteur, on est aussi amené à se poser les mêmes questions qu'eux, à savoir comment juger un candidat ou une candidate. Et en fait, ça veut dire quoi être compétent? Et l'émission de Squeezie va nous donner plusieurs éléments de réponse. C'est vrai qu'en fait, c'est intéressant. Dans le tout premier épisode, j'avais jamais capté que c'était intéressant ce truc de... En fait, c'est vrai qu'il y a plein de métiers hyper précis où tu fais un peu semblant et ça passe. le jury se retrouve face à 3 candidats qui se prétendent chefs cuisiniers. Si l'imposteur est assez difficile à identifier lors de la session questions-réponses, les accusations vont assez logiquement se tourner vers celui qui a réalisé la moins bonne omelette. J'avais pré-shot les cuisiniers. Genre, je savais pas qu'elle en parlait. Lors de l'épreuve manuelle. Il y a quand même la sensation d'avoir un petit loupé. Donc quoi, on a été marqué par les mêmes trucs. Lorenzo, imposteur. Sauf que... Lorenzo, étais-tu l'imposteur? Non. Et non. Quoi? J'ai juste foiré mon omelette. En fait, cet exemple illustre parfaitement un paradoxe. Ah, vraiment, moment légendaire. Maîtriser un savoir-faire technique ne suffit pas à être perçu comme compétent. Il y a une dimension supplémentaire qu'on appelle le savoir-être. Pour expliquer la différence entre savoir-faire et savoir-être, on prend souvent la métaphore des athlètes de haut niveau en disant que les meilleurs ne sont pas celles et ceux qui battent des records à l'entraînement, mais celles... Ouais, moi, ma vraie théorie, c'est qu'un chef cuisinier, c'est pas forcément le mec qui cuisine, c'est le mec qui dirige la cuisine. Donc peut-être qu'il est pas très manuel, ce chef cuistot. et ceux qui font les meilleures performances le jour de la compétition. Savoir gérer son stress, rester concentré, ne pas perdre ses moyens devant un public, ce sont des savoir-être nécessaires pour devenir un ou une athlète de légende. Et pour Lorenzo, c'est pareil. Il a beau connaître la recette, la technique et même probablement avoir réussi des centaines d'omelettes dans sa vie, le stress de l'émission, du jury et des caméras va le faire foirer. Ah, c'est plus logique, son interprétation est peut-être plus logique. Désolé Lorenzo, mais c'est vrai que t'as pas eu de chance. On retrouve d'ailleurs un exemple très proche de celui de Lorenzo dans le dernier épisode en date. Bonjour. Dans lequel Anthony, un mixologue professionnel, galère à passer pour compétent à cause du stress lié au tournage et des pics que lui envoie le jury. Putain, vous me faites stresser même là. C'est vrai qu'à des moments, ils sont durs. Hein. Oh là là, attends, faut l'aider, faut l'aider. Aidez-le, les verres vont tomber les gars. Et finalement, cette tension entre les savoir-faire et les savoir-être fait clairement partie de l'ADN du jeu, car ça permet de ramener une certaine incertitude qui rend les candidats plus difficiles à cerner. Et donc, en regardant l'imposteur Non mais oui, c'est trop un bon game design. de Squeezie, on comprend qu'être compétent ou compétente n'est pas qu'une question de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Putain, bien joué l'émission.
D'ailleurs, en écrivant la vidéo, je vous ai posé la question sur Discord. Je vous ai demandé si vous étiez... D'ailleurs, il a juste parlé d'imposteur, mais en fait, un autre point hyper important de l'émission et qui rajoute vraiment des épices, c'est que l'imposteur, il y en a un des 3 du jury, c'est un de ses proches. Genre, et dans le jury, il doit faire attention à pas se cramer auprès de la personne qu'ils connaissent. Familier avec ces deux notions. D'ailleurs, au passage, si tu veux participer à la co-construction de ces vidéos, n'hésite pas à rejoindre le Discord dont le lien se trouve en description. Et en fait, en grande majorité, vous m'avez répondu qu'elles étaient très présentes dans votre travail et que vous estimiez les savoir-faire et les savoir-être à peu près aussi importants les uns que les autres lors d'un entretien d'embauche. Et ben, du côté des entreprises, donc des recruteurs, c'est un peu le même constat. Selon une étude menée par LinkedIn en 2019, 92% des recruteurs et des responsables... Est-ce que je suis heureuse de plus avoir à faire d'entretien d'embauche et de CV, de trucs du genre, ça par contre c'est vraiment bien quoi. De recrutement considèrent les soft skills, c'est-à-dire l'anglicisme des savoir-être, aussi importantes, voire plus importantes que les compétences techniques. Imagine, t'es ingénieur en informatique, ce que t'apprends... Ah bah ça c'est ce que je vous disais sur le stream de Ribo pendant le Z-Event. Genre typiquement l'école d'ingénieur, ça vous apprend certes quelques savoir-faire qui vont être nécessaires par rapport à votre spécialisation et ce genre de machin, mais les écoles d'ingénieurs c'est avant tout du savoir-être. Ça vous apprend à être un ingénieur dans la société française, bien davantage que ça vous apprend genre la science ou la science appliquée ou justement l'ingénierie, etc. Parce que souvent t'arrives avec déjà pas mal de bagages, etc. et tout, sauf certaines exceptions parce qu'il y a des étudiants qui arrivent avec forcément moins de bagages et tout, parce qu'il n'y a pas forcément que des étudiants qui ont fait prépa, etc. Mais c'est avant tout en fait un savoir-être de genre d'incarner justement ce truc d'ingénierie, d'être en mode oui en fait je dirige une équipe, parce qu'un ingénieur c'est avant tout un manager, etc., 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 etc. En première année d'école d'ingénieur est déjà obsolète en 3e année. Wesh! Ça parle d'école d'ingénieur alors que je viens d'en parler, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ni ton diplôme, ni l'école que tu as fait qui va déterminer si tu réussis ou non ta carrière. Autrement dit, en entretien, c'est super important que tu parles également de tes soft skills, de tes compétences comportementales. Et donc là, on arrive au deuxième enseignement qu'on peut tirer en regardant l'imposteur de Squeezie, à savoir, est-ce que au-delà d'être réellement compétent, le plus important ne serait pas surtout d'avoir l'air compétent? Ça va dans le stream, c'est exactement pareil. Alors, faisons un petit point de définition pour bien repréciser la différence entre savoir-faire et savoir-être. Les savoir-faire, ce sont des compétences techniques objectivables. Ça veut dire qu'on peut facilement les apprendre, les évaluer et les certifier. Les exemples typiques, ça va être la maîtrise d'un logiciel informatique, d'une langue étrangère, d'un outil comme un instrument de musique, ou bien même toutes les connaissances techniques et spécifiques. Ça, je sais faire. Moi, je maîtrise tous les logiciels. Franchement, à part les trucs de sound, de beatmaker, je sais pas quoi, moi, tous les logiciels. Moi, je maîtrise tous les logiciels Adobe, de Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro. Je sais utiliser OBS, je sais utiliser Blender, je sais utiliser Unreal, je sais utiliser Unity, je sais utiliser... je sais coder en Python, en JavaScript, en C++. Et voilà, je fais mon CV. Lié à un secteur professionnel. Vous tapez au même endroit, tout le temps, à différents endroits, devant, derrière. On a des schémas de coupe. En fait, on a une... Schéma de coupe. Ouais, je suis le genre d'ingénieur qui cite tous les... Après, c'est que des logiciels de création, hein. Pour le coup, c'est pas des logiciels d'ingé à la base. Alors que les savoir-être sont la capacité d'un individu à adopter un comportement adapté. J'en suis plutôt fier parce que justement, c'est pas forcément un truc que j'ai appris à l'école, tu vois. À son milieu professionnel. Par exemple, on va attendre d'un avocat qu'il soit à l'aise pour prendre la parole en public, d'un prof de Zumba qu'il ait l'autorité nécessaire pour entraîner un groupe, d'une styliste qu'elle fasse preuve de créativité, ou d'un pompier qu'il sache gérer son On a les mêmes skills sauf Blender. Bah en fait, n'importe qui a essayé de faire des jeux vidéo en indépendant, a priori, a développé un peu tous ses skills. N'importe qui a essayé de faire des vidéos a à peu près tous ses skills, les deux se mélangent souvent. Stress pour rester calme. Et évidemment, à niveau de diplôme ou de qualification équivalent, ces savoir-être vont faire une différence énorme dans le cadre... Profil autodidacte autiste qui se fait exploiter. Ah bah complètement, moi c'était ma vie dans le monde du jeu vidéo, hein, pour le coup de me faire exploiter. Du travail. Mais la différence fondamentale, et qui prête souvent à confusion, c'est que si on peut certifier les savoir-faire par un test technique ou un diplôme par exemple, eh ben, les savoir-être ne sont observables que dans le contexte du travail lui-même. Par exemple, imaginons que notre avocat ait un caractère réservé en privé, ou que notre pompier soit sujet à des épisodes de stress dans un contexte qui n'a rien à voir avec son travail. Ben, il ne viendra à l'idée de personne de remettre en question leurs compétences professionnelles, au même titre que Lorenzo ou Anthony. C'est pas parce que t'es pas à l'aise dans le cadre d'un entretien ou que tu te foires lors du tournage d'une émission que t'es un mauvais professionnel. Et selon la... Si, cette émission va vous juger pour toute votre vie de votre compétence définitive, d'accord?
C'est le concours de votre vie. Sociologue du travail Daniel Linhart, le rôle des entreprises et des managers, c'est justement de mettre en place... Ah mais en fait, j'aurais peut-être plus de facilité à passer dans l'émission, mais en tant que meuf qui se fait juger. De toute façon, pour participer à l'émission de Squeezie, faut qu'ils mettent genre des streamers et des vrais streamers et des faux streamers, mais il faut pas qu'ils prennent des trop connus. Un environnement de travail adapté à la tâche demandée pour permettre le bon développement des savoir-être des travailleurs et des travailleuses. Ça fait partie du travail que de développer justement des manières d'être qui correspondent à l'essence même du métier. Si je continue sur mon exemple... 3 meufs, il y en a 2 trans, devinez laquelle est 6. Les pompiers doivent avoir des protocoles hyper rigoureux dans le cadre de leur travail pour limiter leur stress. Il y a des entreprises qui laissent une très grande liberté à certaines personnes pour favoriser leur créativité, et un cuisinier ou un mixologue vont avoir besoin d'un équipement professionnel et d'un espace de travail serein pour que chacun de leurs gestes puisse être précis et maîtrisé. Mais pardon, excuse-moi, j'avais pas que t'avais une poêle complètement... Il y avait un problème Merci Nellyzac pour le sub. Désolé, il n'y a plus d'alerte, il n'y a plus rien qui marche aujourd'hui. de surtension. Ouais, bon, ouais, Lorenzo t'exagère. C'est donc pas étonnant que chez Squeezie, avec un équipement pas ouf et le contexte de tournage d'une vidéo qui sera vue par plusieurs dizaines de millions de personnes, un professionnel puisse perdre ses moyens. Tu faisais exprès de trembler? Bah, c'est le stress des caméras, les gars. Il s'est mis juste devant moi comme ça pendant que je faisais le truc. Ah, mais t'étais vraiment stressé. Bah ouais. Je suis désolée, je suis hyper stressée. Ah, sinon, j'y vais en tant que Clémence Guettet, directement. J'en mets des sosies de Clémence Guettet. Parce que tu es l'imposteur. Non, franchement, c'est la caméra et tout. Ça fait longtemps que je regarde le concept et tout, donc du coup, ça fait bizarre d'être là. En fait, le jeu de l'imposteur permet de prouver quelque chose de fondamental. Si on pouvait réellement évaluer les savoir-être lors d'un entretien, bah le jeu ne fonctionnerait tout simplement pas. Et c'est bien cette incertitude fondamentale qui rend les parties intéressantes. Christophe, vous êtes bûcheron, j'en suis persuadé. Mais frérot, il a juste mis une chemise à carreaux et tu t'emportes. C'est la façon dont il parle, il parle comme un bûcheron. T'as côtoyé beaucoup de bûcherons? Non, mais ils sont humbles et gentils, un peu timides, c'est les bûcherons. C'est des gorons. Alors qu'au contraire, on voit que pour les savoir-faire techniques, la production essaye de faire attention à ce que ça ne soit pas trop flagrant. En effet, le jeu est rendu possible soit parce que certaines compétences sont testées dans des conditions trop éloignées du réel pour se faire un avis solide, ou bien parce que les spectateurs et les jurys n'ont pas les compétences pour évaluer des savoir-faire complexes. input epidjouf imute nepta jezer. Putain, je l'ai pas vu cet épisode, je crois. En fait, dès que le jury s'y connaît un peu dans les métiers des candidats, j'ai eu une phase où j'ai raté 2-3 épisodes. Ben, l'imposteur se retrouve assez vite démasqué lors de sa prestation technique. Quand elle prenait les coups, désolé Anne, mais il y a eu coup de poing réac du mauvais côté. Ouais. Et il y a eu des mauvais coups de poing donnés. Or, la base pour un cascadeur, c'est par exemple, du percute, tu vas au bout de ton geste, les crochets, tu les donnes. Ah, mais c'est un acteur aussi, forcément, il reconnaît les cascadeurs. D'une manière, elle les donnait trop près du corps, c'était trop étriqué. Waouh! Alors, si chez Squeezie ça fait une très bonne mécanique de jeu, le problème c'est quand les entreprises se mettent à vouloir évaluer les savoir-être comme on évalue des savoir-faire. Et du coup, au lieu de se préoccuper des environnements de travail, elles ont tendance à faire des savoir-être un enjeu de recrutement, comme si ces compétences étaient en fait des caractéristiques inhérentes aux personnes. Les recruteurs s'entendent demander de trouver non pas le bon professionnel, mais la bonne personne. Pour le former. Et en général, il est blanc. Bizarre. Mais on a les moyens, on peut faire des stages, etc., leur donner des tuteurs. Ce qu'on vous demande, c'est en vous, c'est pas quelque chose qui s'extériorise à travers une formation, une expérience, un diplôme, etc. On veut la bonne personne. En fait, le secteur du recrutement est en train de se désintéresser des compétences techniques pour se focaliser sur une donnée beaucoup plus difficile à saisir, la personnalité des candidats. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, elle se retrouve à juger complètement autre chose que des compétences. On a connu... J'ai pas une personnalité très compatible avec le monde du travail, je vais pas vous mentir. L'essor des tests de personnalité qui n'ont jamais vraiment réussi à prouver leur validité scientifique, et on voit désormais apparaître la tendance du recruitainment, une contraction entre recrutement et entertainment censée permettre aux candidats de dévoiler leur personnalité. Et l'absurdité de ces dispositifs n'a parfois rien à envier aux tests pratiques qu'on retrouve chez Squeezie. BMW. On est d'accord que du coup ça crée juste des espèces de trucs un peu intermédiaires chelou gaze où en fait à la fin c'est ton niveau de bourgeoisie qui va être jugé. Par exemple, recrute au volant. Les candidats sont invités à passer une driving interview, une manière insolite de dégoter les talents passionnés et d'échanger de manière informelle. Le plus en vogue, c'est l'escape game, pendant lesquels je meurs. Les candidats sont prisonniers et doivent trouver le moyen. Putain, ça aurait dû être durant l'époque des laser games, on aurait passé un bien meilleur moment. D'en sortir. Par exemple, Capgemini a lancé son escape game Escape ou pas Cap pour valider les capacités. Escape ou pas Cap. Putain, mais j'avais oublié que... Oh, le monde de l'entreprise,
capacité des talents retenus à travailler en équipe. Ça donne un côté inédit à chaque personne et donc c'est l'occasion de montrer une part de soi. Et permettre aux candidats de démontrer leur potentiel et leur personnalité. En fait, je trouve ça marrant de se rendre compte que l'imposteur de Squeezie illustre parfaitement les conclusions des sociologues du travail. À savoir que vouloir évaluer des savoir-être en dehors du contexte du travail est par définition aléatoire. Et donc qu'au final, on se retrouve plus à juger leur capacité d'avoir l'air compétent que leur réel niveau de compétences techniques ou comportementales. Et si tout ça c'est très marrant chez Squeezie parce que ça rend le jeu plus intéressant, bah ça fait quand même rentrer une part de subjectivité énorme dans la manière dont les recruteurs jugent les candidats. Et cette part de subjectivité peut commencer à devenir problématique à partir du moment où elle permet de justifier un certain nombre de pratiques discriminatoires. Ah, c'est bon, on dit qu'en fait c'est un truc de blanc. Il se fout de notre gueule. Dans le 4e épisode de l'imposteur, Squeezie, accompagné d'Orelsan et de son frère Clément, font face à une situation intéressante. Ils ont devant eux 3 prétendus chefs d'orchestre, un métier que tout le monde pense plus ou moins connaître, mais qui reste assez mystérieux. Et très vite, comme il est plus jeune et moins sûr de lui, les accusations vont se tourner vers Arthur. Tu veux un vrai indice? C'est pas aléatoire, c'est discriminant, bah je pense que c'est ce qu'il est en train de dire. Tu regardes la tête de Quentin quand Arthur parle et tu sais c'est ce qu'il dit, c'est vrai ou faux, frérot? À côté de lui, Quentin, qui est l'imposteur, va réussir à beaucoup mieux incarner le stéréotype des chefs d'orchestre qu'on a pu voir dans les films ou dans les médias. Ah ouais, il fait le connard et ça marche super bien. Savoir plutôt un homme, blanc, pas trop jeune, sûr de lui, cultivé et précis dans ses mouvements. Ok. Il se trouve que dans cet exemple, notre imposteur était comédien, donc il a réussi à performer parfaitement le personnage de chef d'orchestre qu'on attendait. Mais c'est loin d'être toujours le cas. En fait, le concept de savoir-être est très proche de ce que les sociologues appellent l'habitus, c'est-à-dire tout ce qui, dans notre manière d'être... Oh mon Dieu! Oh oui! laisse transparaître notre origine sociale. Tu parles vraiment comme ça, Ramzi, ou tu joues un perso? Je suis désolé, mais... C'est mon tempérament. Mais ça va bien avec le fait d'être garde du corps, c'est là où il est très fort. En fait, là où une compétence technique peut s'apprendre par une... Putain, j'hésitais à le dire tout à l'heure, j'avais peur d'être lourde. Formation, acquérir un savoir-être est par définition un processus long et incertain qui résulte le plus souvent d'un parcours de vie et donc qui se confond avec la notion d'habitus. Quand je discute avec les gens, parfois j'ai l'impression de moins bien m'exprimer qu'eux, genre d'avoir moins de vocabulaire, d'être moins à l'aise, alors que en vrai je sais pas si c'est vraiment le cas parce qu'on m'a toujours dit que je m'exprime super bien à l'oral et tout, mais je m'en rends pas compte, genre j'ai eu 20 au triptyque et j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur genre. Et si on commence à juger des candidats en fonction de leur origine sociale, on rentre dans ce que le docteur en sciences de gestion Ibrahima Fall appelle l'eugénisme managérial. Si on parle du... Oui, ou sinon ça s'appelle juste l'école. Postulat que personne ne peut prédire à 100% le succès d'un homme ou d'une femme dans un poste. Le fait de dire on va mettre en place un certain nombre de tests qui vont donner la certitude qu'on choisit la bonne personne, bah, dans ce cas-là, on tombe dans ce que j'appelle l'eugénisme managérial. C'est-à-dire on va faire un tri parmi les personnes sur des critères qui ne sont pas des critères sérieux. Et donc l'idée derrière cette notion d'eugénisme managérial, c'est le choix de mots discutable. De dire que les savoir-être seraient une manière de trier les individus en fonction de leur origine sociale qui les rendrait conformes ou non à l'incarnation d'un métier. En gros, soit t'as la tête de l'emploi, soit tu l'as pas. Bonjour. Ouais, déjà il a le physique. C'est grand, la physique. Sec nerveux, traction, 1000, il peut les faire. Pote à Squeezie, peut-être un peu avocat financier. Non, mes couilles. Fait du judo, lui. Les dites soft skills qu'on recherche en général, on les trouve dans des milieux très éduqués. Et donc, si on ne fait pas partie de ces milieux-là, bah, ça peut être un peu plus compliqué d'avoir certaines dites soft skills. En fait, d'un côté... Voilà, ça mesure ton niveau de bourgeoisie, de blanchité et de masculinité, concrètement. Les métiers de cadre ou de management considérés comme prestigieux sont plutôt réservés aux classes supérieures. Et de l'autre, pour certains métiers, on va délibérément chercher des gens des classes moyennes ou populaires, considérant qu'ils sont naturellement faits pour le poste et donc plus facile à intégrer. Par exemple, le sociologue Frédéric Gauthier, qui a étudié le recrutement dans la police, a notamment montré que les recruteurs valorisaient l'intégrabilité plutôt que le capital culturel. Les candidats qui donnent l'impression de pouvoir être des bons collègues sont favorisés, et ceux qui affichent une posture trop savante doivent réussir à la masquer afin de ne pas être perçus comme inaptes à s'intégrer dans l'équipe policière. Finalement, l'enjeu de mettre les savoir-être au cœur du recrutement, c'est pas tant une question de compétences que de pouvoir... Oui, enfin moi j'ai surtout l'impression qu'à la fin, on en revient à le racisme, le validisme, le sexisme
et la classe sociale. Mais bon, après, peut-être que je m'avance un peu, tu vois, mais genre, au final, on en revient quand même un petit peu au même concept de base d'un peu tout, quoi. C'est-à-dire qu'au final, oui, bon, c'est un peu tenter d'expliquer les raisons de pourquoi, mais de façon un peu, genre, oui, autour de l'habitus et de Bourdieu. Je vois un peu ce qu'il essaie de faire, oui. Pouvoir anticiper la bonne adhésion ou non de l'individu aux tâches qu'on va lui demander. Et le problème, c'est que ça rajoute une discrimination supplémentaire à l'embauche. Il suffit plus d'être compétent, il faut également avoir... Oui, enfin ça, ce serait déjà croire que de base, il y aurait une notion de compétence qui serait importante, ce qui n'est pas tant le cas dans pas mal de métiers, hein, on va pas se mentir. La tête de l'emploi. Et encore une fois, c'est super bien illustré chez Squeezie. Ah oui, chauffeur de taxi. Allez, on enchaîne. Le format de l'imposteur permet de montrer comment un jugement basé sur les savoir-être se base en fait sur du feeling, des stéréotypes, et donc comment très vite on tombe dans des pratiques discriminatoires. Non mais ce qui me saoule, c'est que parce que c'est un vieux robeux, parce qu'il a une coiffure un peu, voilà, foufou, parce que son style est pas dingue, vous voyez, vous dites tout de suite, c'est un chauffeur de taxi. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous rendez compte de ça? Bah, pour le coup, il est basé sur cet extrait-là. Le cliché! Ah, c'est un cliché, je suis d'accord avec toi. Alors, on peut toujours nier tout ça. Je suis sûr qu'il y a des RH ou des recruteurs qui se disent qu'ils ont la capacité de faire la différence entre des compétences comportementales et des biais discriminants. Mais en fait, même en ayant conscience de tout ça, bah, c'est pas si simple que ça. Oui, voilà, suffit pas d'en avoir conscience et puis hop, c'est réglé. Hein. En fait, c'est comme le féminisme à l'aide. Il faut savoir que l'engouement pour les savoir-être, c'est un phénomène relativement récent. On peut le dater du début des années 2010 avec le lancement du projet Oxygène. Et avant ça, il n'y avait évidemment aucune discrimination à l'embauche, de toute évidence. Une vaste opération de recherche qui visait à moderniser le management chez Google. Quelques années plus tard, avec l'explosion... Truc de nazi, ça de vouloir optimiser le management. Relire Chapoutot. Du nombre de cadres, de managers et des métiers du tertiaire, la notion de savoir-être... La vidéo est bien rythmée. Ah, par contre, c'est clair que, genre, le ref, c'est exactement ce qu'il fait, tu vois. Genre, en termes de réalisation, c'est hyper clean, les vidéos de réflexion basse. Était partout. On a vu exploser le nombre de livres, de coachs et de théories sans que d'ailleurs personne ne... Oh, putain, moi, qu'est-ce qu'on m'a cassé les couilles avec les soft skills quand j'étais en école d'ingénieur. C'était une folie. Soit capable de s'accorder sur une seule et même définition. Alors que le seul soft skill, c'est leur beat. Tout ça avec une promesse très séduisante, pouvoir engager les individus à 100% dans leur travail. C'est un peu la politique du mercenariat. Il faut s'engager totalement, mais ça peut être sur une période très limitée. Et côté candidat, bah, il n'y a pas trop le choix que d'essayer de s'adapter à tout ça, en essayant de trouver un bon équilibre entre engagement professionnel et respect de la vie privée. Et le problème, c'est que cet engouement pour les savoir-être, bah, il va avoir un effet sur les travailleurs et les travailleuses. Parce que si les entreprises invitent leurs salariés à jouer la carte de l'authenticité, bah, toutes les personnalités ne sont pas forcément compatibles avec le travail. Selon la sociologue Aurélie Jantet, tous ces... Non mais stop, parler de personnalité, genre, est-ce qu'on pourrait pas parler un petit peu de validisme aussi au bout d'un moment, genre? Ces dispositifs censés dévoiler la... Non parce que genre là on parle de à quel point du coup tu peux t'insérer dans un système productif etc et tout genre enfin je trouve que personnalité c'est hyper dépolitisant de base en fait, faut pas l'utiliser. Personnalité des candidats agirait comme une pression supplémentaire qui, un peu comme chez les imposteurs de Squeezie, pousserait les gens à jouer un rôle et à se créer un personnage professionnel compatible avec les attentes de l'entreprise. J'ai créé mon personnage. Et en fait, à force de jouer un rôle, ben, au fil du temps, tu finis par te confondre. C'est trop un sociologue et c'est un peu B. Je suis un peu d'accord, il a une vision très descriptive. Avec une sorte de personnage, une version de toi qui correspond au mieux à ce que l'entreprise attend, afin de ne pas risquer de trahir ce que tu penses ou ressens vraiment. Et ce phénomène a un nom, c'est ce que la sociologue Aurélie l'aliénation Jantet appelle la désaffectivation. Oh, c'est-à-dire une sorte les universitaires et leurs mots de con de réflexe qui consiste à se couper de ses émotions afin d'éviter qu'elles rentrent en contradiction avec les émotions prescrites par l'entreprise. Et à partir de là, il peut se passer des choses. Alors en fait, l'angle alpha, c'est le différentiel entre le désir maître et en fait, il faut mesurer ça avec une mesure angulaire. Et en fait, genre, c'est parce que en fait, il y a ton désir à toi qui, genre, nique. C'est bon, genre, oh là là, enfin, c'est bon. Sinon, genre, on a plein de termes qui existent déjà pour parler de ça, en fait. Le travail est aliénant. Genre, c'est bon, enfin, est-ce que... J'ai déjà oublié le concept. J'ai déjà oublié le mot du concept, à l'aide.
injustes autour de toi, qui te révolteraient en temps normal, typiquement comme des situations de discrimination à l'embauche, mais t'es dans un tel état de distance émotionnelle que ça ne t'atteint plus vraiment. On finit donc par entrer dans une sorte d'état d'insensibilité dans lequel... Tu peux décrire l'aliénation un peu plus précisément, s'il te plaît? L'injonction à l'authenticité et au dévoilement de sa personnalité vient affaiblir notre lucidité et notre esprit critique. Faut toujours faire la démonstration qu'on est la bonne personne. Se mettre en difficulté, se mettre en danger, accepter le goût de l'aventure, d'être apte au bonheur parce qu'on veut pas que les gens déprimés, pessimistes, etc. Se remettre en question aussi, accepter de ne pas vouloir s'imposer ou imposer quoi que ce soit. Je crois que le terme exact, c'est d'être malléable. Alors une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il faut tout rejeter dans le concept de savoir-être? Eh ben, pas forcément. C'est vraiment un concept gaze, hein. Je veux dire, c'est-à-dire que genre ça sert pas à grand chose, à part à dire des trucs avec de nouveaux mots qu'on connaît déjà et dont on parle déjà depuis genre un siècle. J'avoue que franchement, oui, enfin oui, si tu veux, écoute. Sur Discord, quand je vous ai demandé ce que vous mettiez derrière la notion de savoir-être, quelqu'un m'a parlé de jugeote. Et ben j'aime bien ce terme et il rejoint un peu la position d'Ibrahim Afal. Lui, il parle de culture... Allez, je vous propose de faire encore plus de termes qu'on casse. Générale, non pas comme une accumulation de savoir, mais comme une ouverture d'esprit qui permettrait d'avoir un recul critique sur nos pratiques. Et ça vous dit, on trouve plein de solutions individuelles à des problèmes structurels. Wouh! À hauteur du réel qui est de plus en plus complexe. Ouais, libéralisme fail. Il faut utiliser son imagination, d'être capable de rendre présent ce qui est absent, d'imaginer les conséquences de ses actes. Et donc, être intelligent, ce n'est pas juste satisfaire une tâche. Être intelligent, c'est être capable de critiquer la tâche dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'avoir du discernement. Et le discernement vous donne, in fine, le sens des responsabilités. Pour travailler cette culture générale, il faudrait, selon lui, passer... Alors, moi, je connais un très bon moyen d'avoir le sens des responsabilités. C'est par exemple la propriété d'usage. En fait, lorsque tu fais un vrai changement sociétal, plutôt que de demander aux gens d'avoir un bon mindset, tu vois, ce que tu peux faire, par exemple, pour que les gens aient de la responsabilité, c'est de faire en sorte que l'usine où ils bossent, elle leur appartient. Faire en sorte que l'endroit où ils bossent, ça leur appartient. Faire en sorte que ils aient pas l'impression d'être soumis à un patron, etc. Ce genre de conneries, tu vois. Genre, voilà, la fin de la propriété privée des moyens de production, ça te parle? D'une logique de formation à une logique d'éducation. La logique de formation, c'est de se centrer sur l'apprentissage de compétences précises. C'est une logique qui est de plus en plus présente au sein de l'éducation nationale, qui cherche à tracer le chemin le plus court possible vers l'employabilité. Alors que la logique d'éducation, c'est justement ce qui permet d'avoir cette fameuse jugeote. Depuis des sinon, on change de moyen de production, hein. années, on a sorti du système scolaire. Juste, genre, on fait un vrai changement dans la société, en fait. Toutes les disciplines qui permettaient d'avoir... Alors, est-ce que le problème, c'est pas finalement qu'on a des patrons, en fait? De la sensibilité et de l'imagination. La Attendez, mais est-ce qu'on peut avoir un truc encore plus dépolitisant? philosophie, la sociologie, la poésie, toutes ces disciplines qui vous permettent d'avoir une sensibilité. Pour donner un exemple très concret, on retrouve cette logique d'éducation dans ce qu'on appelle la médecine narrative. C'est une méthode qui mobilise la lecture, l'écriture et le partage de textes littéraires afin d'améliorer les capacités d'écoute des soignants. L'idée, c'est qu'en développant la capacité des médecins à écouter et recueillir l'histoire d'un patient, on améliore sa capacité de diagnostic. Je vais crever. Ainsi que les soins proposés. C'est une chose de... C'est la pire conclusion possible. Bien penser, mais c'est encore autre chose de bien penser le bien. Donc à mon avis, la seule soft skills ou compétence comportementale qui vaille, c'est cette fameuse culture générale ou jugeote, appelle-la comme tu veux. Parce qu'elle te permet non pas de travailler sur toi pour t'adapter aux contraintes d'une entreprise ou d'un jury, mais d'avoir le... Genre vraiment d'être revenir sur le problème individuel, de dire en fait il suffirait juste que les médecins soient un peu plus conscients de genre non c'est l'institution médicale en fait qui a un problème. Genre le fait que ça soit un truc de turbo bourgeois, le fait qu'il soit de façon libérale, la tarification à l'acte en fait, des choses un peu concrètes, nom de Dieu, putain fais un effort là. Recul nécessaire sur ton travail. Genre vraiment, enfin, genre ta solution pour que les médecins ils arrêtent de maltraiter les gens, c'est juste de leur expliquer. Non mais je vais péter mon crâne en fait. Genre si les médecins ils sont abusifs, c'est parce qu'ils peuvent être abusifs aussi, merde. Travail afin de te responsabiliser et de pouvoir assumer les conséquences de tes actes. Après avoir dit tout ça, peut-on considérer l'imposteur comme un contenu engagé ?
Ben, pas vraiment, mais un peu quand même. Enfin, en fait, moi je dirais que c'est une parodie du monde du travail et de l'entreprise qui fait du bien. Au final, derrière sa popularité, ses airs un peu innocents, le format de l'imposteur ouvre des réflexions et permet de tirer des enseignements bien concrets sur la question du travail. Si les savoir-être sont devenus l'alpha Oui, alors moi j'avoue, je trouve ça surtout marrant. et l'oméga des recruteurs et des candidats, ça reste des compétences aussi difficiles à évaluer qu'à acquérir. Parce que contrairement à des savoir-faire, se former au savoir-être est Oui, j'ai dit qu'on allait se détendre, désolé. un processus Mais il y avait écrit Squeezie. incertain et qui prend du temps. Le plus souvent, ils sont le résultat d'un parcours de vie et donc se confondent avec la notion d'habitus. Et en faire un critère de tri des salariés Et après, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on trouve Bourdieu red flag. et revient donc à chercher les candidats qui ont le plus la tête de l'emploi, c'est-à-dire l'origine sociale et l'apparence qui collent le mieux avec l'idée qu'on se fait d'un poste. Et ça renforce d'autant plus les logiques discriminantes que, sous prétexte de correspondre aux attentes d'un employeur, le phénomène de désaffectivation tend à affaiblir notre discernement et notre esprit critique. Donc si les principes de méritocratie ou de diversité en entreprise sont sympathiques en théorie, ben ils... Non mais toi aussi c'est de la méritocratie ce que tu proposes en fait. Genre, enfin, je vais péter mon crâne. Genre vraiment, lui il est en mode juste faut qu'on change le degré de comment est-ce qu'on mesure à quel point les gens sont bien. Genre stop en fait. Reste théorique. Dans le réel, on est obligé d'admettre qu'ils sont remis en question par toute une série de... D'accord, contre la méritocratie, je propose l'imagination. Pardon. L'imagination et la poésie. Non mais quoi? Stéréotypes. Faut changer de mindset, ouais, exactement, genre... Non mais c'est... Genre, attendez, genre, normalement, réflexion basse, c'est des réflexions politiques, c'est pas du dev perso, c'est quoi cette histoire? De classe, de genre, de race, etc. Et c'est ça que j'aime bien avec le format de Squeezie. En fait, il met à l'épreuve nos propres stéréotypes et nous pousse à s'y confronter par le jeu. Et perso, je pense que le fait d'en rire... Ah waouh, et grâce à ça, on va vraiment changer la société en profondeur. Ah merci Squeezie. Permet de prendre une certaine distance avec des situations parfois difficiles à supporter dans le quotidien. Alors si tout ça vous a inspiré des réflexions, je serais très chaud de vous lire en commentaire. Sur ce, continuez à vous poser des questions, à politiser ce qui vous entoure. Bonne rentrée, ciao. Ah oui. Mais toi aussi, politise ce qui t'entoure par pitié, quoi, parce que là, c'est plus possible, en fait. Genre, waouh, mais je pète mon crâne, c'est quoi cette conclusion? Genre, oh là là, faut politiser Squeezie, du coup, je vais dire qu'en fait, il faut être intelligent. Genre... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Genre vraiment, mais qu'est-ce qu'on vient de regarder? Genre, j'ai l'impression de m'être fait baiser le crâne. Genre, enfin, en mode genre, oui, t'es caté, on vient de parler de politique et c'était du contenu engagé. Mais que dalle en fait! Genre, à la fin, genre, c'est quoi la conséquence? Quelle conclusion on a sur comment est-ce qu'on devrait transformer la société, tu vois, pour que les choses, elles s'arrangent? Mieux expliquer, faire de l'éducation. Non mais attendez, c'est quoi? C'est fatigant, genre. Au bout d'un moment, peut-être qu'il faudrait changer aussi, je sais pas, moi, les rapports de force concrets dans la société. Genre... Oh, mais oui, c'est du pipi dans le crâne, je suis désolé, mais c'est fatigant, genre... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, genre vraiment... Enfin, et le mec, il a vraiment cru qu'il était en train de politiser Squeezie, quoi. Il était en mode genre, oulala, regardez, je politise Squeezie à travers ma réflexion autour de son contenu de... Non mais c'est quoi ça? Genre vraiment, enfin, je pète mon crâne, genre... Oui, je crois qu'on a tous collectivement mieux compris et mieux politisé cette histoire que lui au final quand on en a parlé, quoi. Genre, merde en fait au bout d'un moment, enfin, genre il y aurait plein d'autres trucs à dire que la différence entre le savoir-faire et le savoir-être dans l'émission de Squeezie en fait, enfin, genre stop, je veux dire, ça m'a gavé, genre, je suis en colère. Je vous jure les gens, genre d'habitude j'aime bien les vidéos de réflexion basse, mais genre là je suis en mode genre, mon ref, genre, qu'est-ce que tu racontes, genre, pourquoi tu dis, ah, m'énerve ça, genre c'est, alors oui en fait, moi ce que je propose du coup ce serait des formations, pour les médecins, de façon à ne pas changer les choses, mais essayer de faire en sorte que dans leur tête en fait ils soient un peu moins violents. Mais c'est exactement la même réflexion que tous les connards qui pensent que pour résoudre les problèmes de sexisme dans la société, il faudrait éduquer les hommes. Et qu'une fois que tous les hommes seront éduqués, et bah ça y est en fait, les violences sexuelles vont magiquement disparaître. Et du coup voilà, faut faire l'effort de tous les éduquer un par un comme ça pour qu'ils se rendent compte... Et puis voilà, ce problème sera réglé, et puis c'est bon, plus de discrimination à l'embauche. Je veux dire, la vidéo c'est tellement une farce qu'à un moment donné il explique que son concept là, il a commencé à émerger en 2010, genre, et t'as l'impression que c'est son concept qui explique les discriminations à l'embauche, alors que je suis désolé mais les discriminations à l'embauche, il y en avait peut-être avant 2010, genre, je sais pas moi, les plantations d'esclaves ça te parle, enfin, genre, oh je vais crever, vraiment, enfin, c'est...
Et puis en plus, c'est pareil. En plus de ça, il y a aussi ce truc de. Puis en plus, la responsabilité revient à nous, voilà, comme étant le grosso modo la gauche, voilà, d'aller les éduquer. Et puis ensuite, bah voilà, c'est en fonction de si on a bien fait notre travail, ça a plus ou moins fonctionné. Et puis c'est comme ça qu'on avance, hein, finalement. Putain, mais je vais péter mon crâne en fait. À quel moment on parle de rapport de force dans un système économique? Genre, le mec nous parle de travail, il est pas foutu de nous parler de hiérarchie, tu vois. Enfin, moi, c'est en train de me... Ça me saoule, là, vraiment. Genre, je suis en mode... je suis ronchon, tu vois. Enfin... Ah, vraiment, il y aurait des trucs plus intéressants que ça à dire, je pense, sur les émissions de Squeezie et sur ce que ça peut dire, justement, du monde du travail, enfin, plutôt que genre savoir-être, savoir-faire, oh là 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 là. Enfin, je veux dire, oui, c'est évident que les recruteurs, ils font sur la gueule. Est-ce qu'il y a besoin de faire une vidéo de 20 minutes en inventant genre 4 concepts sortis de ton cul qui finalement juste veulent dire l'aliénation pour pouvoir expliquer ça, tu vois? Genre, je suis en mode, c'est bon en fait, sinon juste on explique un truc hyper simple à des travailleurs qui sont faciles à comprendre. Genre, ton patron, il en a rien à foutre de toi, de toute façon il t'embauche, il sait pas vraiment ce qu'il fait non plus parce que c'est pas un génie en fait qui contrôle tout comme il est censé te le faire croire, juste c'est un peu du hasard. Et évidemment, du coup, lui de son point de vue de connard, vu comment la société est structurée, bah il va plutôt choisir les blancs, il va plutôt choisir les mecs, et il va plutôt choisir... les personnes cis, hétéros, tout ce que tu veux en fait par rapport à ça, parce que les normes de la société, ce qui sont imposées par la façon dont on est exploité en fait. Genre, tu sais, par exemple, je veux dire, dans sa vidéo, il essaye vraiment de donner une explication genre différente que le racisme, genre pour parler de la discrimination à l'embauche. Moi, c'est ça qui me fatigue, tu vois. Genre, en fonction du métier que tu fais en fait, la discrimination à l'embauche, elle sera pas la même, ça fonctionne pas pareil. Genre, peut-être qu'il y a un rapport colonial, en fait. Genre, dont tu pourrais parler pour parler de la discrimination à l'embauche entre les blancs et les non-blancs. Je sais pas, peut-être que ça a peut-être un lien, tu vois, genre historique avec pourquoi est-ce qu'on arrête d'embaucher les noirs ou pourquoi est-ce qu'on leur fait pas confiance. Je sais pas, plutôt que de juste dire que oui, en fait, maintenant, le monde du travail... En fait, c'est ça le problème de cette chaîne, c'est que par moment, tu vois... Le gars, c'est trop juste un pur haters de la Macronie, de cette espèce de monde, de la corporatiste, etc. Le problème, c'est que tu peux pas avoir un discours politique en juste critiquant le corporatisme. Ça ne fonctionne pas, en fait. Genre, il faut que tu aies une analyse politique de la situation, parce que sinon, juste, tu racontes rien. Je suis désolé de le dire, mais genre la vidéo là, elle a fait avancer qui sur quoi au bout d'un moment? Qui a mieux compris la situation? Genre franchement, juste en mettant des mots compliqués pour parler de trucs que tout le monde vit dans la chair et que tout le monde est capable de comprendre en ayant travaillé dans un putain d'entrepôt pendant 6 mois. Enfin, je suis désolé, ça me fatigue. Genre... Genre, et puis pareil, genre son espèce de l'eugénisme managérial, de genre, mais c'est bon, genre sinon tu peux juste parler de discrimination concrète en fait, genre le racisme, le validisme, genre, je sais pas moi, les trucs avec la classe sociale, le classique. C'est vraiment de la branlette, genre c'est vraiment de la branlette. Genre, je préfère regarder une vidéo de Squeezie que de regarder une vidéo de ce mec sur Squeezie définitivement quoi. Enfin bref, désolé mais ça m'a grave déçu et j'avais vraiment besoin de me vider la tête. Donc là, il a peut-être pris un peu cher pour ça aussi, le ref, parce que ça m'a saoulé comme vidéo. Enfin, genre vraiment, ça m'a saoulé. Je suis en mode, bon, bah il serait peut-être temps de revenir, de redescendre un peu, de se remettre un peu les pieds sur terre, de parler aussi de rapports économiques et de conditions matérielles d'existence, en fait. Plutôt que de juste dire, en fait, il faut avoir un bon savoir-être. Et genre, avoir de la jugeote. Non mais attendez, c'est quoi ça? Enfin bref, voilà, c'est bon, ça m'a saoulé, on passe à la suite. Kiss YouTube.